Je m'appelle Ella, et au cours des 2 dernières années, j'ai vu mon mari, Marc, s'éteindre lentement. Quand nous avons reçu le diagnostic initial de cancer de l'estomac, je me souviens avoir eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Marc n'avait que 38 ans, il réussissait dans sa carrière en banque d'investissement, et nous avions un magnifique fils de 9 ans, Ethan. Nous étions censés avoir des décennies devant nous. La seule petite bénédiction dans ce cauchemar était que la réussite financière de Marc nous permettait de nous offrir les meilleurs traitements disponibles. Nous avons consulté des spécialistes dans tout le pays, essayé des thérapies expérimentales et n'avons reculé devant aucune dépense. Mais, au fil des mois, il est devenu clair que tous ces traitements ne faisaient que nous acheter du temps, sans offrir de guérison. Durant toute cette épreuve, les parents de Marc, Linda et Robert, ont été nos piliers. Ils vivaient à seulement 20 minutes de chez nous et sont intervenus sans hésiter quand les choses sont devenues difficiles. Et là, nous allons chercher Ethan à l'école aujourd'hui, disait Linda les jours où Marc avait un traitement de prévu. Ne t'inquiète pas non plus pour le dîner, j'ai préparé des lasagnes en plus. Ethan tirait souvent sur ma manche quand je le bordais le soir, les yeux remplis d'espoir et de peur. Maman, quand est-ce que papa va guérir? Je ne savais jamais quoi dire. Comment dire à un enfant que son père est en train de mourir? Alors, je lui caressais simplement les cheveux et lui disais, les médecins font de leur mieux, mon chéri. Mes propres parents, en revanche, c'était une autre histoire. Ma mère, Karen, et mon père, David, vivaient aussi près que les parents de Marc, mais ils auraient tout aussi bien pu être sur une autre planète. Maman, peux-tu aller chercher Ethan à l'école aujourd'hui? Marc a une mauvaise réaction à la chimio, et Linda a un rendez-vous chez le médecin. Oh, Ella, je suis vraiment désolée, mais nous avons promis d'aider ta sœur à chercher un appartement aujourd'hui. Tu sais comment est Jessica quand elle est stressée. C'était toujours Jessica. Ça avait été comme ça toute ma vie. Quand j'avais 7 ans, mes parents ont manqué ma pièce de théâtre scolaire parce que Jessica avait un rhume. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, ils sont partis juste après la cérémonie pour assister au récital de danse de Jessica, même si elle n'était que dans l'ensemble. Je m'y étais habituée au fil des ans. Marc est devenu ma famille, et ses parents m'ont traité plus comme une fille que les miens ne l'ont jamais fait. Alors, quand l'état de Marc s'est aggravé le mois dernier, je me suis préparée à la fin, entourée de la famille qui m'avait choisie. La nuit où Marc est mort, je lui tenais la main. Sa respiration était devenue superficielle des heures auparavant, et l'infirmière des soins palliatifs m'avait prévenu que ce ne serait plus long. Et là, a-t-il murmuré, sa voix à peine audible, prends soin d'Ethan. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Ce furent ses derniers mots. Je suis restée assise là pendant des heures, lui tenant toujours la main tandis qu'elle devenait froide, incapable de réaliser que mon partenaire de 12 ans était parti. Linda et Robert sont arrivés à l'hôpital 1 heure après mon appel, leurs visages marqués par la même douleur qui me consumait. Nous sommes là, ma chérie, a dit Linda en me serrant dans ses bras. Nous serons toujours là. Cette nuit-là, j'ai envoyé un SMS à ma mère, Marc est décédé cette nuit. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard, c'est terrible. Pas d'appel, pas d'offre de venir, pas de questions sur comment Ethan et moi allions, juste 2 mots. Mais j'étais trop anesthésiée pour m'en soucier. Il y avait des funérailles à organiser, un fils à consoler, et une vie à, d'une manière ou d'une autre, reconstruire. Les jours qui ont suivi la mort de Marc se sont déroulés dans un tourbillon de préparatifs funéraires, de paperasse et de tentatives d'expliquer à Ethan que son père ne rentrerait pas à la maison. Linda et Robert ont été là à chaque étape, prenant les appels des pompes funèbres quand je ne pouvais pas formuler de mots et s'asseyant avec Ethan quand il avait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. La veille des funérailles, j'étais noyée dans les détails. Les pompes funèbres avaient besoin des décisions finales sur le programme, des parents éloignés appelaient pour des indications, et je devais encore aller chercher le costume d'Ethan. Je n'avais pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis la mort de Marc. Je dois demander à mes parents de garder Ethan, ai-je dit à Linda alors que nous étions assises à ma table de cuisine, entourées de cartes de condoléances. Toi et Robert en faites déjà tellement. J'ai conduit Ethan chez mes parents, en répétant ce que je dirais en arrivant. Ma mère a ouvert la porte, vêtue d'une veste légère et son sac à main déjà à la main. Et là, ce n'est pas le bon moment,
a-t-elle dit, sans même nous inviter à entrer. Maman, s'il te plaît, ce n'est que pour quelques heures. Je dois tout finaliser pour les funérailles. Nous avons ces plans depuis des semaines, a interrompu mon père, apparaissant derrière ma mère. Nous ne pouvons pas annuler maintenant. Avant que je puisse argumenter davantage, ils sont tous les deux sortis, verrouillant la porte derrière eux. Nous devons vraiment y aller, a dit ma mère fermement. Je suis sûre que tu peux trouver quelqu'un d'autre. Ils se sont précipités vers leur voiture sans même un au revoir à Ethan, qui se tenait là, confus et blessé. Une fois qu'ils sont partis, j'ai appelé mon amie Sarah, qui a immédiatement accepté de le garder. Après avoir déposé Ethan chez Sarah, la curiosité l'a emporté. J'ai fait un détour par la maison de mes parents en rentrant chez moi. Les lumières étaient allumées, et la Mazda rouge de Jessica était garée dans l'allée. Alors c'est ça, le plan important, ai-je murmuré pour moi-même, un rire amer s'échappant de mes lèvres. Il n'était pas occupé du tout, il préférait simplement aider Jessica plutôt que de me soutenir, même maintenant. Ce soir-là, j'ai envoyé un message au groupe WhatsApp de notre famille. Les funérailles de Mark auront lieu à 11h jeudi à la chapelle de Greenwood. Le service sera suivi d'une petite réception. J'ai vu les confirmations de lecture apparaître à côté des noms de mes parents et de Jessica. Personne n'a répondu. La veille des funérailles, l'anxiété m'a poussé à appeler directement ma mère. « Maman, tu as bien vu mon message concernant les funérailles de demain, n'est-ce pas ? Ça commence à 11h. » Il y eut une pause au bout du fil. « Oh, et là, je suis désolée, mais nous ne pourrons pas venir. » Jessica a réservé plusieurs tables chez Emilio S pour célébrer sa promotion. C'est à midi, et nous nous sommes déjà engagés. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Maman, on parle des funérailles de Mark. Mark, qui a payé les réparations de votre maison il y a 3 ans quand le toit s'est effondré. Mark, qui fait partie de notre famille depuis plus d'1 décennie. C'était il y a longtemps, et là, a répondu ma mère froidement. Nous devons nous concentrer sur les vivants, pas sur les morts. Jessica a besoin de notre soutien en ce moment. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. J'ai immédiatement composé le numéro de Jessica, ma main tremblant de colère et d'incrédulité. Allô, a-t-elle répondu, l'air agacé d'avoir interrompu sa soirée. Jessica, maman dit que tu organises une fête demain en même temps que les funérailles de Mark. Tu ne peux pas la reprogrammer, ou au moins la retarder pour qu'il puisse t'assister au service d'abord? Pas question, s'est-elle moquée. Je ne peux pas changer la réservation maintenant, tout le monde a déjà confirmé, et cette promotion est très importante. Ce n'est pas comme si je pouvais reprogrammer une fête funéraire, ou je ne sais quoi. Une fête funéraire, ai-je répété, la voix montant. Mon mari est mort, Jessica. L'homme qui a payé toutes tes études universitaires. C'était il y a des siècles, a-t-elle balayé d'un revers de main. Écoute, ma promotion est plus importante que des funérailles. Les gens meurent tous les jours. Puis elle aussi a raccroché. Je suis restée là, dans ma cuisine, le téléphone toujours à la main, complètement abasourdi. Comme pour remuer le couteau dans la plaie, mon téléphone a sonné avec un message de ma mère, « Arrête de mettre la pression sur ta sœur. Sa célébration est plus importante que des funérailles. Elle a travaillé dur pour cette promotion. » Le jour des funérailles de Mark s'est levé, lumineux et clair, une moquerie de l'obscurité que je ressentais à l'intérieur. Le service était magnifique dans sa simplicité. Mark n'avait jamais été du genre à faire de grands déploiements, et la modeste chapelle était remplie de gens qui tenaient sincèrement à lui, des collègues, des amis, des voisins et de la famille. Sa famille, en tout cas. Pendant l'éloge funèbre, j'ai parlé de la générosité de Mark, de sa gentillesse et de son dévouement inébranlable à notre fils. Ethan était assis entre Linda et Robert, qui lui tenaient les mains tandis que les larmes coulaient sur son visage. Après le service, plusieurs personnes sont venues me présenter leurs condoléances et s'enquérir de l'absence de mes parents. J'ai été surpris de ne pas voir tes parents, a dit l'ancien colocataire de Mark à l'université. Sont-ils malades? Ils avaient un engagement antérieur, ai-je répondu sèchement, ne voulant pas donner plus de détails. Linda a remarqué mon malaise et a doucement détourné la conversation. Ce soir-là, après que tout le monde soit rentré chez soi, je me suis assise seule dans le salon,
entourée de cartes de condoléances et d'arrangements floraux. La maison semblait incroyablement vide sans Marc, le silence si fort qu'il en était douloureux. Mon téléphone a vibré avec un message de Jessica: « J'espère que les funérailles se sont bien passées. Maman a posté des photos de ma fête. Je suis promue directrice de compte senior. » Aucune condoléance, aucune reconnaissance de ce que je venais de traverser, juste une célébration de sa réussite avec des émojis de fête. J'ai éteint mon téléphone sans répondre et je suis montée voir comment allait Ethan. Il dormait profondément, serrant contre lui l'ours en peluche que Marc lui avait offert pour son dernier anniversaire. Je me suis glissée dans le lit à côté de lui, trouvant du réconfort dans le rythme régulier de sa respiration. La semaine suivante, j'ai traversé la vie dans un brouillard. Linda et Robert venaient tous les jours, apportant de la nourriture, emmenant Ethan au parc, m'aidant à trier les affaires de Marc. Mes parents n'ont pas appelé une seule fois, ni pour prendre des nouvelles de leur petit-fils, ni pour savoir comment j'allais, rien. Une semaine après les funérailles, j'ai reçu un appel de l'avocat de Marc, Monsieur Simons. « Madame Turner, il est temps de parler du testament de Marc », a-t-il expliqué. Il a été très méticuleux dans ses préparatifs. « Est-ce que demain après-midi vous conviendrait pour la lecture ?» J'ai accepté, puis j'ai appelé Linda et Robert pour les inviter. Ils étaient bien surnommés dans le testament, et Marc aurait voulu qu'ils soient là. Le lendemain, Monsieur Simons est arrivé chez nous à 14 heures précises, portant une mallette en cuir et arborant une expression sombre qui s'est adoucie en voyant Ethan. « Votre père parlait souvent de vous », a-t-il dit à mon fils, en lui serrant formellement sa petite main. « Il était très fier de vous. » Nous nous sommes tous installés dans le salon, moi, Ethan, Linda et Robert, prêts pour ce que j'espérais être une lecture simple. Marc et moi avions longuement discuté de ses volontés pendant sa maladie, donc il ne devait pas y avoir de surprise. Mais, juste au moment où Monsieur Simons allait commencer, la sonnette a retenti. « Vous attendez quelqu'un d'autre » a demandé Linda, l'air perplexe. « Non » ai-je répondu, tout aussi déconcertée en allant ouvrir la porte. J'ai failli la refermer brutalement quand j'ai vu mes parents et Jessica debout sur le porche, affichant tous des expressions de sympathie exagérées. « Qu'est-ce que vous faites ici » ai-je demandé sans détour. « Nous avons entendu parler de la lecture » a dit ma mère, en essayant de regarder par-dessus mon épaule dans la maison. Marc n'était pas un étranger pour nous, tu sais. Nous avons le droit d'être ici. Un droit, ai-je répété, incrédule. Vous n'avez même pas pris la peine de venir à ses funérailles, mais vous avez le droit d'être à la lecture de son testament ? Mon père s'est éclairci la gorge. Allons, et là, il n'est pas nécessaire de remuer le passé. Nous sommes ici pour te soutenir. Me soutenir, ai-je ri amèrement. C'est la meilleure. Mais avant que je puisse fermer la porte, ma mère m'a doucement poussée, suivie de près par mon père et Jessica. Nous sommes de la famille, a-t-elle dit fermement, comme si cela expliquait tout. Je suis restée là, stupéfaite par leur audace, tandis qu'ils se dirigeaient vers le salon. Les visages de Linda et Robert se sont assombris en voyant qui était arrivé. « Qu'est-ce qu'ils font ici » a chuchoté Robert quand je suis revenue. « Je n'en ai aucune idée » ai-je répondu, ma main tremblant de colère, mais je ne vais pas faire de scène devant Ethan. Monsieur Simons, toujours professionnel, a simplement haussé un sourcil avant de continuer. Devons-nous procéder à la lecture du testament ? Mes parents et Jessica se sont assis sur le canapé en face de Linda et Robert, avec Ethan à côté de moi dans un fauteuil. La tension dans la pièce était suffocante. Moi, Marc-Andrew Turner, étant sain de corps et d'esprit, déclare que ceci est mon dernier testament, a commencé Monsieur Simons, en lisant le document formel. Marc avait tout organisé méticuleusement. À ses parents, il a légué 200 000 $, assez pour assurer leur retraite confortable et pour les remercier de leur soutien indéfectible tout au long de notre mariage et de sa maladie. Nous ne nous attendions jamais. A commencé Linda, sa voix se brisant tandis que Robert lui tenait fermement la main. Puis vinrent les dispositions principales. À moi, il a légué notre maison, 2 appartements en centre-ville dont j'ignorais même l'existence et 400 000 $ d'actifs liquides. Les appartements génèrent des revenus locatifs importants, a expliqué Monsieur Simons. Marc les a achetés comme investissement il y a 3 ans. Je suis restée assise là, abasourdie par l'ampleur de la planification de Marc.
Il s'était assuré qu'Ethan et moi serions financièrement en sécurité, quoi qu'il arrive. Tandis que Monsieur Simons continuait à lire, j'ai remarqué que l'expression de ma mère passait d'une légère sympathie à un intérêt non dissimulé. Jessica s'est redressée, prêtant soudainement attention. Quand l'avocat a terminé, ma mère a tapé dans ses mains. Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas, Ella? Tu es maintenant assez riche. La pièce est devenue silencieuse. Linda et Robert la regardaient, choqués. Je veux dire, a continué ma mère, inconsciente de la tension, avec 2 appartements et tout cet argent, tu peux certainement aider la famille maintenant. Jessica a du mal avec le loyer de son appartement, n'est-ce pas, ma chérie? Jessica a hoché la tête avec enthousiasme. C'est si cher de nos jours, et tu as 2 appartements là qui ne servent à rien. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon mari n'était même pas encore froid dans sa tombe, et il jetait déjà l'heure dévolue sur ses biens. Tu devrais donner un de ces appartements à Jessica, est intervenu mon père comme si c'était la suggestion la plus raisonnable du monde. À quoi te servirait-il de toute façon? Je me suis levé lentement, les mains serrées en poing sur mes flancs. Vous êtes sérieux, là? Vous avez manqué les funérailles de Mark pour aller à une fête, vous m'avez ignoré, moi et Ethan, pendant une semaine, puis vous débarquez sans y être invité à la lecture de son testament pour exiger ses biens. Allons, Ella, a commencé mon père, d'un ton condescendant, il ne faut pas être égoïste. Tu es seul maintenant, mais tu as toute cette richesse, tu devrais la partager. Égoïste, ai-je répété, la voix montant. Je ne suis pas seule. J'ai Ethan, et tout ce que Mark a laissé est pour l'avenir de son fils. Chaque centime servira à assurer qu'Ethan ait la meilleure éducation, les meilleures opportunités, la meilleure vie que son père ne peut plus être là pour lui offrir. J'ai regardé mes parents et ma sœur échanger des regards, leurs yeux se tournant vers Ethan avec quelque chose qui ressemblait étrangement à du ressentiment. Tu es ridicule, a lâché ma mère. Jessica a besoin d'aide maintenant, pas un enfant qui n'ira même pas à l'université avant des années. Cet enfant est votre petit-fils, a interrompu Robert, sa voix tendue de colère, et son père vient de mourir. Le visage de ma mère a rougi de colère. N'ose pas me dire comment traiter mon propre petit-fils, a-t-elle lancé à Robert. Nous faisons partie de cette famille depuis plus longtemps que toi. Et pourtant, vous avez montré un intérêt remarquablement faible à en faire partie, a répondu froidement Linda. Ça suffit, ai-je dit fermement, ma patience ayant finalement atteint ses limites. Ethan, peux-tu monter dans ta chambre un petit moment? Emmène Monsieur Simons avec toi pour lui montrer tes modèles réduits d'avion. L'avocat, visiblement soulagé d'échapper au drame familial, s'est rapidement levé et a pris la main d'Ethan. J'adorerais voir votre collection, jeune homme. Une fois qu'ils ont été hors de portée de voix, je me suis tourné vers mes parents et ma sœur, sans plus me retenir. Comment osez-vous entrer dans ma maison quelques jours après les funérailles de mon mari, auxquelles vous n'avez pas pris la peine d'assister, et exiger son argent? Mark a travaillé toute sa vie pour nous faire vivre, moi et Ethan. Il a lutté contre le cancer pendant 2 ans, et pendant tout ce temps, quelle aide avez-vous offerte? Aucune. Vous n'avez même pas voulu garder Ethan pendant quelques heures. Ce n'est pas juste, a commencé mon père, mais je l'ai interrompu. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que Mark a dépensé des milliers de dollars pour réparer votre toit quand il s'est effondré pendant cette tempête il y a 3 ans. Ce qui n'est pas juste, c'est que nous avons payé toutes les études universitaires de Jessica quand vous prétendiez ne pas pouvoir vous le permettre. Eh bien, laissez-moi être parfaitement clair, je ne vous donnerai rien de l'argent ou des biens de Mark, ni maintenant, ni jamais. Chaque centime servira à soutenir Ethan et à assurer son avenir. C'est ce que Mark voulait, et c'est ce qui arrivera. Le visage de ma mère s'est tordu de rage. Espèce d'ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Nomme une chose, un seul acte parental désintéressé. Elle a ouvert et fermé la bouche, incapable de trouver une réponse. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement. Je crois qu'il est temps pour vous tous de partir. La porte a claqué derrière eux, et je me suis effondré sur le canapé, soudainement épuisé. Tu as fait ce qu'il fallait, a dit Robert, sa voix douce mais ferme. Vraiment? Ce sont toujours mes parents, et Jessica est toujours ma sœur.
La biologie ne fait pas la famille, a dit Linda, s'asseyant à côté de moi et me prenant la main. L'amour fait la famille. Être présent fait la famille. Être là dans les moments difficiles fait la famille. J'ai hoché la tête, sachant qu'elle avait raison, mais ressentant toujours la douleur du rejet qui m'avait suivi toute ma vie. Plus tard ce soir-là, après que Linda et Robert soient rentrés chez eux et qu'Ethan se soit endormi, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai vu que ma mère m'avait identifiée dans une publication sur les réseaux sociaux. Le cœur brisé de voir que ma fille aînée est devenue si cupide et égoïste après la mort de son mari, refusant d'aider sa sœur en difficulté alors qu'elle a maintenant 2 appartements en centre-ville et beaucoup d'argent. La richesse matérielle l'a changé. J'ai fixé l'écran, regardant les commentaires de sympathie affluer de la part de parents et d'amis de la famille qui ne connaissaient que la version tordue de l'histoire que ma mère leur avait racontée. Ne laissez pas la sentir comme ça. La famille doit aider la famille. Pauvre Jessica, toujours en difficulté alors qu'elle a tout sur un plateau d'argent. J'ai ressenti une vague de colère comme je n'en avais jamais connu. C'était un nouveau niveau de bassesse, même pour ma mère, d'essayer de me faire honte publiquement pour me pousser à leur donner l'argent de Marc. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à écrire. Si ma mère voulait déballer notre linge sale en public, alors j'allais donner au public la version complète et non éditée. Je suis restée silencieuse sur ce sujet pendant trop longtemps, mais puisque ma mère a choisi de rendre publiques les affaires privées de notre famille, je sens que je dois répondre. Il y a 3 jours, nous avons enterré mon mari, Marc, après sa bataille de 2 ans contre le cancer de l'estomac. Mes parents et ma sœur n'ont pas assisté à ses funérailles. Pourquoi ? Parce que ma sœur avait prévu une fête pour célébrer sa promotion le même jour, et ils ont estimé que c'était plus important. Pour ceux qui ne le savent pas, Marc a aidé financièrement mes parents à de nombreuses reprises au fil des ans, y compris en payant d'importantes réparations sur leur maison et en finançant l'intégralité des études universitaires de ma sœur. Malgré cela, quand j'avais besoin d'aide pendant sa maladie, ne serait-ce que pour garder notre fils quelques heures, ils étaient toujours trop occupés. Hier, ils se sont présentés sans y être invités à la lecture du testament de Marc. En apprenant qu'il nous avait laissés, moi et notre fils, financièrement en sécurité, ils ont immédiatement exigé que je donne une de nos propriétés locatives à ma sœur parce que, je cite, elle en a plus besoin qu'un enfant. Cet enfant est leur petit-fils de 9 ans qui vient de perdre son père. Je partage cela non pas pour les blesser, mais parce que je suis fatiguée d'être dépeinte comme la méchante dans une histoire où je n'ai cherché qu'à être une bonne fille, sœur, épouse et mère. L'argent de Marc sera utilisé pour l'éducation et l'avenir de notre fils, comme il le souhaitait. J'espère que cela clarifie les choses. J'ai joint les captures d'écran que j'avais sauvegardées, y compris le message où ma mère disait que la fête de Jessica était plus importante que les funérailles de Marc, et plusieurs SMS où il refusait d'aider pendant sa maladie. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de publication pendant plusieurs secondes avant que je n'appuie finalement dessus. En quelques minutes, les commentaires sur la publication originale de ma mère ont radicalement changé de ton. Karen, est-ce que c'est vrai ? Tu as manqué les funérailles de ton gendre pour une fête ? Je n'arrive pas à croire que tu t'attendes à ce qu'elle donne des propriétés destinées à son fils. Ces SMS sont choquants. Comment as-tu pu dire qu'une fête est plus importante que des funérailles ? Les appels et les messages ont afflué toute la nuit, des parents et des amis exprimant leur choc face au comportement de mes parents et offrant leur soutien. Ma mère a tenté d'affirmer dans les commentaires que je mentais, mais les captures d'écran parlaient d'elle-même. Elle a finalement supprimé sa publication originale, mais le mal à sa réputation était fait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des dizaines d'appels manqués de mes parents et de Jessica. J'ai bloqué leur numéro sans écouter leurs messages vocaux. Quoi qu'ils aient à dire, cela ne m'intéressait pas de l'entendre. Au cours des semaines suivantes, ils ont tout essayé pour me contacter, des emails implorant le pardon mais demandant toujours de l'argent, des messages par des amis communs, et même en se présentant chez nous sans prévenir. Chaque fois, je suis restée ferme dans ma décision de les exclure de nos vies. Ils ne changeront jamais, n'est-ce pas ? Ai-je demandé à Linda un après-midi alors que nous regardions Ethan jouer dans le jardin. Les gens le font rarement, a-t-elle répondu honnêtement, pas fondamentalement, en tout cas. C'est étrange. J'ai toujours pensé que j'avais besoin de leur approbation, de leur amour. J'ai passé toute ma vie à essayer de le gagner. Mais maintenant,
Maintenant, tu reconnais ta propre valeur, a-t-elle terminé pour moi, et tu vois qu'Ethan mérite mieux que de répéter ce cycle. 6 mois après la mort de Mark, la vie s'était installée dans une nouvelle normalité. Linda et Robert ont continué à être des piliers dans nos vies, se joignant à nous pour les dîners du dimanche et aidant avec les activités scolaires d'Ethan. J'avais commencé à gérer les propriétés locatives que Mark nous avait laissées, trouvant une satisfaction inattendue dans ce travail. Les appartements du centre-ville se sont avérés être d'excellents investissements, fournissant un revenu stable qui complétait ce que j'avais mis de côté pour l'éducation d'Ethan. J'ai également investi de l'argent dans des actions de société en lesquelles Mark avait toujours cru, regardant avec satisfaction les dividendes arriver. Quant à mes parents et Jessica, j'entendais occasionnellement des nouvelles par le biais du réseau familial. Ils avaient des difficultés financières. Apparemment, Jessica avait perdu son emploi, et mes parents se plaignaient des coûts de la retraite. Chaque fois, le messager laissait entendre maladroitement que je pourrais peut-être les aider. Ma réponse était toujours la même, je suis désolée d'apprendre qu'ils ont des problèmes, mais ma responsabilité est envers mon fils. Certains m'ont traité de froide ou d'impitoyable. Peut-être que je l'étais, mais quand je regardais Ethan, grandissant plus fort et plus heureux chaque jour, entouré de gens qu'il aimait vraiment, je savais que j'avais pris la bonne décision. Un soir, alors que je le bordais dans son lit, il a posé une question qui m'a prise par surprise. « Maman, est-ce que mamie Karen et papy David te manquent parfois ?» J'ai fait une pause, réfléchissant à la manière de répondre honnêtement sans le surcharger de problèmes d'adulte. La relation que j'aurais aimé avoir me manque, ai-je finalement dit, mais pas celle que nous avions vraiment. Il a hoché la tête, semblant comprendre plus de choses qu'un enfant de son âge ne devrait avoir à le faire. Je suis content qu'on ait mamie Linda et papy Robert. Moi aussi, mon grand. Moi aussi. Certaines personnes ne comprendraient jamais pourquoi j'avais exclu ma famille biologique de ma vie. Elles n'avaient jamais connu la déception constante, le schéma de favoritisme de toute une vie, la douloureuse prise de conscience que certaines personnes sont tout simplement incapables de faire passer les autres en premier. Mais moi, je comprenais, et plus important encore, j'avais brisé le cycle. Ethan grandirait en connaissant sa valeur, entouré de personnes qui montraient leur amour par des actes, pas seulement par des mots, des personnes qui étaient présentes quand ça comptait, qui ne mettaient pas de conditions à leur soutien, qui ne le voyaient pas comme un moyen d'arriver à leur fin.